Alors, on va pouvoir passer à notre première discussion qui va durer, comme je vous l'ai dit, 45-50 minutes maximum. On s'arrêtera à 40 minutes pour voir si vous avez des questions, pour que vous puissiez profiter de l'expertise des gens qui vont être avec nous sur scène. Donc, je vous demande d'accueillir Madame Yasmine Sarraout, directrice juridique d'Orange Maroc, que vous pouvez applaudir. Maître Larbi Chraibi, président de l'Observatoire marocain du droit de l'immatériel, du digital et du numérique. Sim Mehdi Fakir, économiste et ce que je dis d'autre, voilà, expert en comptabilité, fiscalité. On ne parle pas de fiscalité aujourd'hui, je t'en supplie. C'est bientôt les bilans, t'es en plein dedans. C'est Tad Benassila d'IBM Maroc. Et enfin, Frédéric, je te demande de le rejoindre, bien évidemment. Alors, cette discussion, alors bon, elle est intitulée, vous l'avez vu dans vos programmes, Transformation digitale, technologie, pratique du droit et mondialisation, les enjeux de la legal tech. C'est vrai que c'est un vaste programme. Moi, ce que je vous propose, bien évidemment, puisque on ouvre cette journée, c'est qu'on puisse revenir sur quasiment votre définition de la legal tech. Et justement, lorsqu'on parle d'enjeux, c'est est-ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, comme beaucoup le disent, notamment sur la technologie blockchain, on en parlera tout à l'heure, c'est cet après-midi qu'on parlera de la blockchain. Beaucoup disent que c'est quasiment la même révolution que lorsqu'Internet est arrivé. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on est à l'aube, à travers la legal tech, d'une profonde mutation à l'avenir du métier, de la chose juridique? Alors, je vais vous... Alors, Yasmine, je suis obligé de vous donner la parole. Ça serait manquer de tact. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui, effectivement, nous percevons au sein du groupe pour lequel j'ai l'honneur de travailler, qui est donc Orange, et au sein d'Orange Maroc, la modification et même la mutation, comme vous l'avez fort justement souligné, des usages en raison de l'introduction et de la combinaison de différents outils et surtout de différentes manières de travailler qui n'étaient pas la manière habituelle, en tout cas que moi j'ai connue lorsque je faisais mes études de droit ou que j'ai commencé à exercer la profession de juriste en entreprise, où nous étions finalement habitués à manipuler beaucoup de papiers et à faire des analyses qui étaient des analyses fondées sur la lecture de juristes-classeurs et autres documents, notamment ceux que nos amis d'Artemis mettaient à notre disposition en format, encore une fois, papier. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout de cette manière que nous travaillons, ce n'est plus de cette manière que nous formons, encore une fois, nos juristes à la pratique du droit. Nous utilisons majoritairement des outils digitaux, donc un usage qui est clairement sur ordinateur, avec un usage de bases de données intelligentes et qui font que finalement la valeur ajoutée du juriste ne se situe absolument plus là où elle était il y a quelques années, c'est-à-dire sur le décryptage des différents ouvrages et la connaissance pure de la science juridique. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus d'agilité dans la manière dont nous faisons les choses et nous utilisons, au sein d'Orange en tout cas, cette dimension digitale, dans les legal tech aussi, c'est-à-dire ces startups qui ont pour dominante en termes de business model le service juridique sous toutes ses formes, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais en tout cas, nous, dans Orange Fab notamment, qui est notre incubateur en France ou à Starton ici au Maroc, on est dans cette logique d'accompagner effectivement des profils qui soient soit juridiques, soit d'ingénieurs, qu'ils soient d'ailleurs IT ou autres, pour fournir justement des outils qui soient au service de l'humain, tout en étant digitaux, évidemment. Alors, on reviendra parce que c'est vrai qu'on fera le distinguo entre des grandes entreprises comme la vôtre, où vous avez l'habitude du traitement de la chose juridique, et les PME, PMI qui, là, c'est là où on pourra parler des enjeux, notamment avec Sifa Khairou. J'ai eu un chiffre d'une étude française qui était que seulement 9% des PME françaises disposaient de ressources juridiques, pas de département, ressources juridiques. J'ai pas de chiffre au Maroc, mais on peut bien imaginer ce que ça peut être chez nous, donc on peut comprendre à quoi ça peut correspondre. Sil Chraibi, vous êtes président de l'Observatoire marocain du droit de l'immatériel, du digital et du numérique. Alors là, vous avez beaucoup de choses à observer, notamment.
la Legal Tech, est-ce qu'aujourd'hui... Alors aujourd'hui, on fait cette journée, mais est-ce que c'est une notion extrêmement nouvelle ici, au Maroc? Est-ce qu'on est prêt à recevoir, comme toute innovation, cette nouvelle manière de faire du droit? Oui, donc je remercie M. Chevalier pour avoir organisé cette conférence et de soulever pour la première fois, justement au Maroc, le débat autour de la Legal Tech. Bien sûr, à l'instar des autres pays, nos juristes marocains sont très sensibles à la question. Pourquoi? Parce que les Legal Tech peuvent faire avancer considérablement le travail du juriste, le faciliter, mais aussi de faciliter l'accès à la justice aussi, donc qui est un principe fondamental pour l'état de droit. Donc je pense que les juristes marocains aujourd'hui, c'est des générations, comme vous savez, donc il y a de nouveaux lauréats chaque année qui vont intégrer les barreaux, qui vont intégrer donc les nouvelles professions de droit. Et bien sûr qui ramènent avec eux cette philosophie de vouloir moderniser, de vouloir aller vers l'excellence. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que en consultant mes confrères, mes chers confrères, d'ailleurs, Maître Omar Saïr, on est un, qui est d'ailleurs membre de l'Observatoire, qui accorde beaucoup d'intérêt aux dernières avancées technologiques, notamment la blockchain, pour voir les usages que l'on pourra par la suite adopté au Maroc. Et je pense que les Legal Tech aujourd'hui au Maroc, il y a effectivement très réceptif pour cette question-là. Et il faut que tout le monde se mobilise. Moi, je considère que c'est un appel, effectivement, que M. Chevalier a lancé à travers l'organisation de la conférence aujourd'hui, justement pour lancer l'appel à toutes les branches liées, qui ont de près ou de loin un rapport avec les Legal Tech, pour qu'ils puissent participer. Et donc, le challenge, justement, à emporter, c'est de faire adhérer à la fois les développeurs donc les startups, les entreprises innovantes sur ces questions-là, et les juristes, d'autre part, c'est-à-dire de rassembler les deux cours de métier. Alors on séparera bien ça, justement, on verra, parce que c'est vrai que dans le Legal Tech, il y a l'ubérisation, finalement, entre guillemets, puisque c'est le terme consacré de tout ce qui est utilisation d'Internet, du digital comme canal pour toucher, pour mettre en relation, que ça soit les professionnels du droit avec soit les particuliers, les PME ou les grandes entreprises. Et puis il y a aussi tous les soubassements juridiques liés au Legal Tech. On y arrivera. Tout à fait. Je vais juste poser la question à Frédéric pour peut-être faire un distinguo, parce que là on parle d'enjeu, alors nécessairement on parle d'enjeu pour le Maroc, puisqu'on est ici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une espèce de photographie aujourd'hui, de l'historique de ce qui s'est passé sous d'autres cieux, notamment ceux que vous connaissez bien? Alors la Legal Tech, c'est un mouvement qui a démarré aux États-Unis dans le courant des années 2000, dans les laboratoires de l'université de Stanford. Alors, suivant le périmètre qu'on adopte de la définition des Legal Tech, on en compte un peu plus d'1 millier aujourd'hui aux États-Unis, je pense environ 400 sur le continent européen, une centaine, entre 90 et 150 toujours en France. Mais surtout, ce mouvement cette nécessité de transformation digitale de l'environnement juridique, puisque finalement, on a déjà chez les citoyens, avant de regarder la problématique des professionnels du droit, les citoyens vivent une véritable révolution dans leur quotidien avec la transformation digitale. Tout devient simple, tout doit pouvoir être accessible en permanence avec une application mobile. C'est vrai pour la banque, c'est vrai pour le transport et autres, pourquoi pas pour l'accès au droit. Donc, sous cette pression-là, on voit aussi naître le mouvement en Afrique. Le problème, c'est le constat qu'on a fait, et effectivement l'origine de cet appel, c'est qu'aujourd'hui, on dénombre une cinquantaine de Legal Tech en Afrique. Elles ne sont pas forcément très avancées. Pour beaucoup, c'est une autre manière de délivrer du service juridique. Mais elles ont un point commun, c'est d'être la plupart, à 95%, localisées en Afrique de l'Est, en Afrique anglophone. Pour des raisons très simples, la proximité
avec linguistique, puisque le berceau de la Legal Tech est anglophone, et deuxièmement, le droit qui est d'inspiration anglo-saxonne. Mais pour autant, on voit en Afrique, il y a quelque chose de formidable, c'est la zone OHADA. C'est une sorte de marché commun du droit, très lié d'ailleurs au droit français, avec en plus pour le Maroc la problématique d'une éventuelle harmonisation en cas de candidature du Maroc à la zone OHADA après être entré dans la CEDEAO. Et donc, il y a un réel besoin. Alors à partir de là, il y a, de mon point de vue, deux solutions. Soit on se retrouve avec une déferlante d'applications étrangères dans une logique d'ubérisation, parce que les directeurs juridiques que j'ai rencontrés, qui sont allés benchmarker, notamment au village de Legal Tech à Paris, ont découvert des solutions extraordinaires, mais ont très bien vu qu'elles n'étaient pas transposables. D'une part parce qu'il y a des particularités locales qu'il faut prendre en compte, d'autre part parce que les startups qui les portent ont une roadmap pour faire évoluer leurs solutions. Si elles veulent sortir de leurs frontières, elles vont plutôt aller dans la zone sécurisée ou sécurisante de l'Union européenne, et c'est pas pour demain. Mais pour autant, le besoin est là. Donc, notre idée, c'est qu'ici, en réunissant ce large écosystème de professionnels divers, en regardant cette approche à la fois innovante, mais centrée sur le client ou sur le justiciable, on pouvait se dire qu'on avait la capacité à développer des solutions locales qui correspondent aux particularismes locaux. Et dans le domaine technologique, donc ça c'est pour la partie, le versant juridique, hein, Faisal, tu l'as bien dit, il y a les deux aspects, il y a développer autrement, enfin délivrer autrement du service juridique en utilisant des technologies, et puis il y a les technologies qui vont se mettre ou apporter de nouveaux services aux professionnels de droit, mais surtout aux citoyens. On peut bâtir un monde plus juste grâce au Legal Tech. Et là, il me semble qu'il y a un vrai défi à relever. On a fait venir aussi des spécialistes, d'ailleurs dans la conférence, mais de l'expérience client. Ils seront là aussi dans le hackathon pour essayer de regarder les choses avec un autre prisme. Alors on regardera bien entendu, lorsqu'on parle d'enjeux, on parle d'opportunités, on parle aussi des freins qu'il faudra peut-être lever et des challenges à relever. Sib Nassil, votre avis sur la question. Est-ce que le micro fonctionne d'abord? Bon, alors peut-être appuyer sur un petit bouton. Allez-y, prenez celui-là en attendant. Bonjour à tous, merci pour cette invitation Frédéric, merci Faisal pour cette table ronde. Le sujet de Legal Tech est dans un cadre plus large, celui de la transformation digitale, à la fois de nos interactions, à la fois de notre façon de consommer, fait qu'on a complètement changé la donne. Beaucoup de choses sont faites et nous, chez IBM, on est parmi les acteurs mondiaux et j'espère de plus en plus au niveau du Maroc, acteurs de cette transformation et aidants. Legal Tech vient après beaucoup de tech, si on peut dire. Il y a eu les fintech, il y a eu tout ce qui est gestion de la conformité et la regtech, et maintenant on arrive à la Legal Tech. On parle souvent d'ubérisation, dans son côté très anxiogène, mais l'anxiété et l'excitation ont les mêmes symptômes. Donc des fois, il faut mieux être excité par ce changement-là et le faire comme l'ont fait d'ailleurs les fintech. On prévoyait la fin des banques qui allaient devenir les back-office des fintech, ce qui n'est pas le cas. La structure financière a embrassé les fintech et les a intégrés dans une symbiose. Je pense que c'est des choses qui vont être faites de la même façon avec le Legal Tech. Et tout ça tourne autour d'un sujet qui est principal. Donc on disait le changement des interactions et le changement de la consommation. Toutes les structures maintenant se concentrent non pas sur leurs produits, mais sur leurs clients. C'est lui qui les fait vivre et donc on devient client-centric et on commence à voir quel est le customer journey, c'est-à-dire quel est son parcours d'achat, de consommation. Et quand on parle de client, on peut aussi parler de citoyen. Et donc dans ces notions-là de legal, comment il vit ses démarches légales, comment il vit ses démarches judiciaires et comment simplifier la chose pour que ça soit le moins irritant possible et en tout cas démocratiser ces choses-là. Et c'est dans ce cadre-là que la Legal Tech, non pas l'ubérisation, parce qu'en fin de compte, l'ubérisation est un mot galvaudé. Ubérisation, c'est une interface qui met un acheteur et un vendeur, un client et un chauffeur, même s'ils ne sont plus là maintenant. Et des choses comme ça. Or, là, on parle de digitalisation. On parle de digitalisation, on change, on monte en gamme. Ça veut dire tout ce qui est standard, tout ce qui est classique, on essaie de l'automatiser,
on essaie de le rendre de façon structurée, encapsulée, que tout le monde y ait accès. Et on monte en gamme. Ça veut dire qu'on reste sur les métiers, on n'est pas en train de changer le métier, on est en train de l'aider pour que seules les choses à valeur ajoutée restent dans ces métiers-là. Et c'est là où l'importance. Donc, pas d'ubérisation, pas d'anxiété, plutôt un changement bénéfique qui, je pense, amènera un sujet qui est très important au Maroc, qui est vraiment la démocratisation. Qu'est-ce que je fais pour créer une entreprise? Qu'est-ce que je fais quand j'ai une telle ou telle problématique? Et ça, que le métier le prenne. Je sais que Faisal, l'émission que vous animez, joue sur ce sujet-là, qui est la démocratisation. Que faire quand j'ai tel ou tel problème? J'espère que demain, comme ce qui se passe aux États-Unis, en France et ailleurs, qu'on puisse avoir des choses qui sont beaucoup plus accessibles et qu'on se sente moins anxieux quant à la chose administrative, judiciaire et juridique. Ouais, mais il y a des frottements, et justement, on en parlera bien évidemment. Alors, c'est toujours le même scénario dès qu'on a innovation, dès qu'on a disruption. Ça aussi, c'est un mot qui a été beaucoup galvaudé. Mais Sil Fakir, justement, est-ce que il y a le digital, il y a toutes ces innovations, que ça soit le cloud, l'ubérisation, mais il faut quand même des prérequis qui restent bien physiques et ancrés, qui est que ça soit le code pénal, que ça soit le code du travail, que ça soit le code général des impôts. Est-ce que la Legal Tech, est-ce que ça peut permettre... alors c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'il faut attendre qu'on ait on va dire une justice qui soit faite pour, ou alors est-ce que ça va être un vecteur justement pour mettre à niveau, essayer de simplifier? Parce que vous le savez très bien, on parle très souvent, on va parler d'impôts, c'est comme ça, on est obligé, mais on parle très souvent de démocratiser, de donner un peu plus de visibilité, de transparence sur ces choses-là, mais est-ce qu'il ne faut pas un prérequis de simplification avant qu'on passe à ce type de technologie? Absolument. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Frédéric pour l'invitation et pour l'organisation de cette manifestation très importante, très intéressante. Alors, Faisal, je vais vraiment peut-être te surprendre, mais les prérequis sont qualitatifs, pas quantitatifs. Les derniers chiffres qui ont été diffusés concernant le digital au Maroc, qui datent de janvier 2018, sont très surprenantes. Nous sommes sur un taux de pénétration qui est extraordinaire. Nous sommes aussi sur un taux d'équipement en matière et en moyens informatiques qui est extraordinaire. Mais malheureusement, nous sommes devant un paradoxe, c'est que notre administration, notre écosystème juridique n'est pas à 100% numérisé. Malheureusement, nous sommes sur plusieurs vitesses. En l'absence d'un code numérique qui devrait fédérer les efforts de l'establishment de l'État en vue de tout dédigitaliser, chaque administration a pris un peu son cheval de bataille à part. Si vous me parlez des impôts, depuis l'année dernière, il y a une quasi-généralisation des déclarations fiscales qui sont complètement en télédéclaration, télépaiement. Donc il y a eu une généralisation de la numérisation. Par contre, d'autres administrations, d'autres sphères juridiques demeurent malheureusement obsédées par cette preuve, juridique et cette preuve de droit qui est physique. Et malheureusement, en matière de droit civil, nous avons encore du chemin, en matière de droit pénal également, donc nous avons encore beaucoup de chemin. Nous avons également une loi sur la signature électronique qui n'est malheureusement pas, activée, en bonne et due forme. Donc, ce qui fait que nous sommes devant un paradoxe, c'est que nous sommes bien équipés, nous avons tous les prérequis quantitatifs pour mener une telle politique, mais sur le plan qualitatif, nous avons encore du chemin. Il faut de la volonté politique, il y en a, mais il faut qu'il soit vraiment plus généralisé, plus affirmé, mais sur le plan aussi culturel. Parce que lorsqu'on parle de numérisation, de digitalisation, c'est d'autres valeurs à diffuser. La transparence, l'équité. Et là, malheureusement, il va falloir faire du temps, des efforts, il faut du temps, il faut beaucoup d'actions de la part des forces vives en vue de faire adhérer les gens à ces valeurs. Moi, qui est en toute modestie un expert comptable commissaire aux comptes, je sais que la numérisation a entraîné un phénomène paradoxal. L'année dernière, nous avons parlé d'un taux de mortalité des entreprises qui est extraordinaire. Ce n'est pas parce que l'économie est morose, c'est parce que cette histoire de numérisation, de généralisation, plutôt de télédéclaration, télépaiement a commencé à faire peur. Et certains ont accepté de déclarer forfait et de ne plus être là.
parce que c'est quelque chose qui les dérange. Donc moi je pense que effectivement les pouvoirs publics doivent uniformiser leur action. Il nous faut un code numérique qui devrait par la suite cadrer l'action de l'État en vue d'harmoniser les textes et de plus voir que l'administration des impôts est en train de faire un excellent travail, la conservation foncière récemment, et puis on se focalise sur des mesures de facilitation, pas sur des mesures révolutionnaires qui vont changer structurellement la philosophie de la preuve de droit et structurellement la philosophie du droit. Donc il faut que cette transformation digitale soit une transformation philosophique plutôt qu'une transformation dans les mœurs. Maître Shraibi. Moi, je voulais vous faire agir Oui. parce que, par rapport à ce que vous avez entendu, bien évidemment. Et puis après, on parlera de mentalité, là aussi, au niveau des différentes professions. Parce que ce qui s'est passé sous d'autres cieux, c'est bien sûr, dès qu'on parle de démocratisation, de plus d'accès, et moi qui essaye tous les jours de vulgariser les choses, on essaye de briser les jargons, les carcans derrière lesquels beaucoup de professions se cachent pour rendre la chose moins accessible. Est-ce que les professions sont prêtes à justement prendre ce tournant digital et finalement d'admettre qu'à un moment donné, il va falloir rendre les choses plus faciles, donc que ça coûte moins cher, et donc peut-être avoir un ego un peu blessé parce qu'il va falloir céder un peu de terrain. Oui. Non, moi, par rapport à ce que vient de dire mon collègue, donc par rapport à cette question de se focaliser sur la preuve électronique, sur la preuve du droit, ce que vous avez appelé preuve du droit, justement, le Maroc s'est doté d'une loi qui est depuis 2005, la loi 5305, sur la signature électronique. Donc cette loi, elle est là, elle existe. La plateforme de signature électronique, elle existe. Et ça a été utilisé justement dans plusieurs contextes, notamment pour les déclarations fiscales. Et moi, je pense que parallèlement à cette révolution-là, et si je fais allusion au règlement européen, EDAS, qui parle de présomption de fiabilité de la signature électronique, donc ça va venir au Maroc. Donc la signature électronique à la volée, j'en avais parlé, je viens d'en parler à des responsables de la Poste digitale. Donc ça va venir très, très prochainement. Donc ça révolutionne même la signature électronique classique. Donc le Maroc se dote de technologies extrêmement avancées en la matière. Maintenant, ce n'est pas l'État qui va pouvoir changer les mentalités dans tous les secteurs. Si maintenant l'État prend en mesure, c'est-à-dire prend en charge cette question de digitaliser l'administration, de rendre moderne, il faut que tous les autres secteurs viennent justement aussi de leur côté, fassent un effort pour pouvoir digitaliser. Et les barreaux européens en est un exemple. Le barreau de Bordeaux, dernièrement, ils ont adopté un incubateur. Le barreau de Paris, ils ont un incubateur donc, qui va se charger à l'intérieur du barreau des missions de digitalisation, c'est-à-dire de pouvoir de faciliter l'accès des avocats à ces technologies modernes et de les adapter aux besoins et aux règles du métier. Parce que le métier d'avocat, c'est un métier qui est, vous le savez, c'est-à-dire en termes de réglementation, il y a certaines réglementations qui s'enferment surtout sur la protection des données personnelles clients, sur le secret professionnel, sur un certain nombre de principes. Pour les médias. Voilà, ça c'est un autre sujet. Donc moi je pense... C'est le sujet. Non, c'est pas... je pense que au-delà de toute considération, moi je pense. Maintenant, nous parlons dans un contexte global, c'est-à-dire le métier sur le plan universel. Il est en train de changer. Le métier d'avocat est en train de changer. Les pratiques sont en train de changer. La digitalisation participe donc au développement du secteur. Bon, maintenant, les legal tech. Si l'avocat doit céder le terrain, je ne pense pas, ce n'est pas vraiment la problématique. Je pense qu'il y a certaines choses, certaines procédures, certaines matières où la legal tech pourra jouer un rôle et il y aura plus d'impact et plus d'efficacité. Par exemple, dans le cadre de la médiation pour des litiges
qui à la base concerne des smart contracts, par exemple, où la technologie a été donc utilisée pour des actes déterminés, et l'avocat ou le juge n'est pas à l'aise pour régler ce problème. Peut-être qu'on reviendra à la LegalTech pour régler ça par voie de médiation conventionnelle. Et c'est une médiation qui va s'opérer en ligne. Et ça existe déjà. Peut-être M. Chevalier, il peut un peu élargir le débat là-dessus. Mais je pense que chaque métier a ses propres, c'est-à-dire champ de compétences, a son propre domaine d'intervention. Et la LegalTech créera son propre domaine d'intervention. Et ça ne constitue pas vraiment une entrave ni un dérangement, c'est-à-dire l'avocat ne va pas céder le terrain. L'avocat peut-être profitera de LegalTech, moi je pense. Et peut-être ça va alléger un peu la charge et éviter d'aller dans des choses futiles, voilà, et de s'occuper de choses plus importantes. C'est un peu ma vision de la chose. Madame Sarkot, alors d'un point de vue opérateur, alors même on ne s'attardera pas à votre activité intrinsèque, mais quand même, parce que vous avez quand même deux volets. Chez un opérateur téléphone, vous avez beaucoup de contrats d'adhésion lorsqu'il s'agit de vous par rapport à des abonnés. Donc on imagine ce que ça peut représenter en multipliant le type de contrat que vous avez. C'est énorme. Puis après, on va passer de l'autre côté. Vous avez des contrats et toutes les actions juridiques que vous pouvez faire avec vous et des fournisseurs, etc. Mais prenons le cas client, customer. Est-ce que ça, la LegalTech, c'est un vrai outil d'optimisation, de gestion automatisée, peut-être un peu moins personnalisée de la relation juridique que vous pouvez avoir avec des clients? En fait, effectivement, vous avez raison de faire le distinguo dans notre business model d'opérateur de télécommunications, puisqu'en fait, on ne fait pas que de la téléphonie, on offre de la connectivité à nos clients. Nous avons deux volets, un volet qui est dans notre proposition de valeur aux clients et un volet qui est dans notre architecture de valeur, donc dans nos coulisses. Effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur se voit toujours à l'extérieur, et la manière dont nous interagissons avec nos clients se traduit aussi à l'intérieur de Orange Maroc et de sa direction juridique. La démarche qui est la nôtre, c'est une démarche effectivement de transparence, et c'est la démarche d'un opérateur nativement technologique. Donc, au-delà de la notion de LegalTech, mon approche est plutôt celle de l'application du digital à la prestation d'un service juridique, qu'il soit dans le cadre des interactions que nous avons avec notre client, entreprise ou particulier, sachant que nous sommes dans un pays où il y a une grande majorité de clients qui sont des clients prépayés, donc finalement pour lesquels l'opérateur est le débiteur de l'obligation, puisque le service est lui prépayé, payé donc avant consommation, et des clients qui sont des clients post-payés, donc particuliers et entreprises. Dans ce contexte-là, le véritable enjeu pour nous, opérateurs, n'est pas tant de digitaliser le contrat, puisque c'est déjà le cas. Le véritable enjeu est celui de la signature électronique. Or, vous le savez aujourd'hui, s'il est possible pour un opérateur économique de l'envergure et avec la surface financière qui est celle d'Orange Maroc, que de s'offrir les services de Elberit Sign pour certifier la signature de ses mandataires habilités, il est beaucoup moins aisé, et le coût est quand même assez élevé, puisque vous le savez, il dépasse 600 dirhams, d'avoir la clé de cryptage de sa signature pour chacun de nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, avec des très petites entreprises et des PME. Donc c'est le dernier jalon, finalement, qui est celui de cette signature électronique, qui donnerait finalement la force probante à l'acte, qui fait qu'aujourd'hui, nous continuons de faire signer aux clients, bien sûr sans légaliser, mais en tout cas en signant avec une signature dite humide, justement pour pouvoir faire valoir la validité de l'acte en justice. Il y a une véritable réflexion qui est menée aujourd'hui au sein d'Orange Maroc et plus largement par les opérateurs de télécommunications sur cette démarche beaucoup plus généralisée de dématérialisation des actes. Et il est vrai que dans le cadre notamment de la commercialisation par Orange de ces services, nous avons dématérialisé tout ce que nous pouvions dématérialiser, notamment par la mise
à la disposition de nos clients de l'application Orange et Moi, qui permet de faire un certain nombre d'actes qui sont finalement de l'ordre contractuel, parce que recharger, acheter un pass, etc., c'est une vente à caractère instantané qui se passe de manière digitale. En revanche, s'agissant du volet contractuel, stricto sensu, nous maintenons le dernier jalon, qui est celui-ci où la signature demeure une signature sur support papier. Maintenant, à l'intérieur, au niveau de l'architecture de valeur, nous appliquons les mêmes standards. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous faisons attribution de juridiction aux tribunaux du Royaume du Maroc, et dès lors que notre contrat serait un contrat purement numérique, sans signature électronique certifiée de l'autre côté, c'est-à-dire côté fournisseur, eh bien, on aurait des difficultés à faire valoir nos droits si tant est que nous devions aller en justice. Voilà. Frédéric, juste faire réagir par rapport à ce que vous avez entendu, parce qu'on entend... Alors, on n'a pas entendu parler de mentalité, gouvernement, les entreprises qui ont besoin justement de soubassements juridiques clairs pour pouvoir finalement passer définitivement dans l'ère du digital sous toutes ses formes. Qu'est-ce qu'il faut faire exploser comme loquet ? Il y a deux blocages potentiels. Il y a effectivement la mentalité. Quand j'ai commencé à parler de Legal Tech ici, j'ai eu de grands moments de solitude. On a essayé de me décourager en me disant « mais t'y penses pas, ici t'es au Maroc, l'avocat est arabophone, il n'a pas d'ordinateur portable sur son bureau, et qu'est-ce que tu vas lui parler de Legal Tech ?» Bon. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier, et c'est probablement la majorité. Après, on s'aperçoit qu'il y a d'autres avocats, notamment en droit des affaires, où il y a certainement, dans un premier temps, soyons réalistes, le plus d'opportunités, qui ont une formation qui peut être double, marocaine et à l'étrangère, qui sont parfois inscrites dans deux barreaux différents. On a également des cabinets internationaux. Et puis, j'ai rencontré les directions juridiques qui s'intéressaient beaucoup à ça. Moi, je voudrais revenir parce qu'on a fait effectivement parler de l'évolution. Est-ce qu'il faut avoir peur ? C'est facile de dire, on voit dans la presse grand public qui s'est emparée de la Legal Tech et qui dit, voilà, l'avocat va disparaître ou le smart contract remplacera le notaire. C'est pas si simple que ça et c'est pas véritablement souhaitable. J'ai une expérience que j'ai partagée ici au Maroc, qui n'était pas liée au légal, mais qui était liée à la transformation digitale. Et je distingue toujours 3 étapes dans un vrai parcours de transformation digitale. La première, c'est de se poser la question, bon, on enlève, c'est pas mettre des ordinateurs partout, c'est pas faire une page Facebook, c'est pas faire une application Alibi. Quand on veut vraiment rentrer dans le dur, première chose, comment est-ce qu'on peut travailler mieux avec le digital ? Et on est effectivement sur toute la digitalisation des process, l'optimisation, pour pouvoir finalement concentrer la valeur sur ce qui est important. Donc on va laisser à la digitalisation tout ce qui n'a pas d'importance, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée et renforcer l'humain. Donc on est loin de le faire disparaître. La deuxième des choses, c'est ce que je disais dans ma précédente intervention, c'est comment est-ce qu'on peut apporter un meilleur service à nos clients. Et on est dans cette aspiration. Un de nos intervenants qui vous surprendra peut-être dans une conférence, qui est Ralph Babou, que je salue, a une vision en disant aujourd'hui, soit on fait du low cost, soit on fait du luxe. Il y a quelques années, il disait même du premium. Et on fait du luxe. Et au milieu, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, le client est demandeur de toujours plus de services. Et le digital, c'est toute l'expérience qu'on peut avoir auprès du cabinet d'avocat. L'expérience dans un cabinet d'avocat n'a pas changé depuis 50 ans. Le rapport du justiciable à la justice est juste effrayable un peu partout dans le monde. Là, avant de venir au Maroc ou à l'Afrique, rien qu'en Europe, la justice est déjà peu compréhensible par le commun des mortels. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, une fois, la justice est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux juristes. Il se reconnaît dans la salle. Mais au-delà de ça, on le voit en Afrique, il y a un problème de défiance. Il y a une étude récemment sortie, seuls 18% des affaires atterrissent devant un tribunal. Dans une étude sur l'Afrique, on arrive à des taux de défiance de 88%. Donc, quelque part, apporter un meilleur accès au droit, un meilleur accès à la justice, en le simplifiant, en le rendant compréhensible,
C'est quelque chose d'important. On parle, et je ne veux pas anticiper sur la table ronde suivante, des modes alternatifs de règlement des conflits. À peu près tous les États veulent désengorger la justice étatique parce que c'est une problématique universelle. Mais on peut se poser la question si justement le digital, notamment sur la médiation, sur l'arbitrage, n'offre pas justement des opportunités pour aller plus vite, de manière plus transparente, moins coûteuse et avec un accès plus large. Donc ça, c'est comment apporter une expérience supplémentaire. Et la troisième étape, qui est l'ultime, c'est comment sortir de son cœur de métier. On a IBM, on en sait quelque chose. L'IBM d'avant n'a rien à voir avec l'IBM d'aujourd'hui. C'est une entreprise qui a su vivre et conduire sa transformation. Or, on voit bien qu'il y a des zones de chevauchement. On parlait des petites entreprises. La TPE ou la PME ne va pas voir l'avocat. Elle a tort, mais elle n'y va pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur, parce qu'elle pense que ça va être cher, que ça va durer très longtemps. Donc elle va voir qui ? Elle va voir l'expert comptable. Mais l'expert comptable n'est pas forcément l'interlocuteur le mieux adapté, n'est-ce pas, cher Mehdi, pour donner du conseil juridique. Enfin, celui-là, oui, mais... Celui-là, oui, mais c'est une exception. D'ailleurs, je lui en demande des conseils. Mais donc, on a des chevauchements de métiers. Et puis, on voit arriver des produits innovants. Je pense qu'avec les smart contracts, on va se retrouver avec des frontières de la legal tech, de l'assurance, de la fintech. Enfin, on redistribue les cartes. Donc, on sort du cœur de métier dans des secteurs qui sont mouvants, avec de nouveaux entrants et des choses comme ça. Alors, et juste une dernière chose. On parlera cet après-midi de technologie. Mais imaginez que demain matin, on va avoir une sorte de disruption où un robot va remplacer le magistrat ou remplacer l'avocat. C'est de la pure science-fiction. Par contre, et IBM est bien placé pour le savoir, la technologie aujourd'hui permet de rendre le professionnel du droit beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. C'est le concept du juriste augmenté ou de l'avocat augmenté. Merci. Ça me donne envie de parler de beaucoup de choses, mais il ne nous reste que 5 minutes sur ce panel avant qu'on ouvre les questions à la salle. C'est Benassi là. Par rapport à ce que vous avez entendu, parce que c'est vrai que c'est intéressant, j'ai pas envie de vous relancer sur un autre sujet, on va conclure et on pourra répondre aux questions de la salle. Très bien, je vais être bref donc, sur ce sujet-là. Les duchés, ça a toujours existé et la résistance de certains duchés aux transformations existe et existera. Les transformations digitales et les espèces de changements fondamentaux dans le business, déjà, on ne parle pas de remplacement, et vous l'avez bien dit, hein, on parle d'avocats augmentés, et d'ailleurs, on utilise chez IBM très peu l'intelligence artificielle, mais le cognitif. Le cognitif, c'est comment aider l'humain à être une meilleure version de lui-même grâce aux fondamentaux de l'humain, et c'est quelque chose de très important. Et donc, quand on résiste quelque part, le changement se fait par le client, le changement se fait par le concitoyen. Et je vais vous donner un exemple simple que je donne souvent sur la transformation digitale. Si on avait à miser 1 dirham sur le fait que WhatsApp serait plus utilisé par les seniors que par les jeunes, personne n'aurait mis ce dirham. Or, moi, tous les matins, je me fais spammer par le club familial, par les plus âgés. Personne n'aurait mis 1 dirham. Donc, le vrai sujet, c'est les cas d'usage. C'est à quoi ils vont servir. Comment ils vont faciliter les choses. Et donc, du coup, cela impactera de fait et fera craquer un peu les duchés, si ce n'est les duchés qui restent un petit peu réfractaires à ce changement. Mais on le voit, il y a toute une génération d'avocats, de juristes qui embrassent ce changement-là et qui seront, eux, les moteurs. Et de toute façon, un jour ou l'autre, ces transformations digitales se spreaderont. Le tsunami commence par 2 cm. C'est pas un mur, hein, c'est dans les fantasmes, le mur d'eau qui arrive. Il commence par 2 cm, 10 5, 10 mètres et puis 20 mètres. Donc, ça recule d'abord. Ça, c'est la résistance. Voilà. Ça, c'est la résistance, on se dit où, et puis ça arrive. Et voilà. L'image est fatale, mais le changement est irrémédiable et il va venir. C'est bien dit. Alors, moi, j'aimerais revenir très rapidement sur cette histoire de remplacement. C'est impossible de remplacer l'humain. Je vais emprunter un cas, peut-être qu'il ne va pas plaire à nos amis de IBM. Garry Kasparov, il a battu le iBlue, Deep Blue, et ainsi de suite. Donc l'intelligence humaine, il est toujours là. Voilà. Bon, pas de souci. Oui, sauf qu'il en a battu des milliers avant. Mais attention, moi, ce que je dis personnellement, c'est que la digitalisation et la legal tech, c'est une occasion pour se concentrer sur des plutôt traitements et sur des sujets à forte valeur ajoutée.
Donc ce n'est plus les vices de forme, ce n'est plus la forme, c'est le fond. Ça donnerait de la qualité à la production, je dirais législative, ça permettrait de rendre justice et d'améliorer l'équité. Ça, à mon avis, c'est le vrai challenge. Maintenant, le bâtonnier de Casablanca et ainsi de suite, moi je dirais que le jugement professionnel ne sera jamais modélisé. Jamais. C'est impossible. Si moi je suis conseiller fiscal, c'est simple de dire, écoutez, j'ai l'information sur le bon taux. Ça c'est facile. Mais je dois vraiment sortir le grand jeu pour imaginer des montages qui sont optimaux. Donc lorsque je vais digitaliser, je vais rendre l'information démocratisée. Donc il y aura toujours du travail pour le professionnel. Et je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y aura une disparition de métier ou quoi que ce soit. C'est une amélioration à faire au même des métiers. Moi qui est expert comptable, aujourd'hui les moyens de contrôle sont complètement digitalisés. Le blockchain permet beaucoup d'opportunités pour, je dirais, rendre mécaniques certains contrôles qui sont classiques, conventionnels. Mais je dois m'exprimer sur des choses qui sont à forte valeur ajoutée, qui sont qualitatives. Je dois améliorer ma manière de voir le risque management pour voir des risques existentiels. C'est le vrai boulot, c'est le vrai travail. En matière de moyens de preuve et de preuve de droit, nous avons des cas très 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 intéressants. Prenez le cas des salles des marchés au niveau des banques. Tout se fait, les tickets sont vocaux, hein, donc nous avons déjà des preuves. Et ça marche. Jamais j'ai entendu parler d'un litige entre un client d'une salle des marchés et une banque. Primo. Il y a également pour le cas d'espèce, je dirais le cas le plus intéressant également, c'est le cas bien sûr de la fiscalité qui est en train de prendre de la valeur. L'administration fiscale n'a pas attendu une loi spécifique pour ordonner l'accès à l'information et pour demander l'informatisation de la comptabilité. Donc la loi comptable aujourd'hui, il parle de support physique, mais la loi fiscale, il parle de support électronique. Ça, c'est la loi de finances 2018. Pour l'année prochaine. Les avis et les notifications fiscales sont désormais électroniques. Donc il faut profiter de cette 4e révolution pour soutenir le travail de refonte de notre modèle de développement, notamment la refonte de notre modèle économique pour qu'il soit un modèle exportateur à forte valeur ajoutée. Merci. Alors, vous vouliez. Alors, un petit mot et après on ouvre. Juste pour revenir On donne la parole à la salle. Sur ce que je viens d'entendre là, par rapport au barreau de Casablanca, je pense que moi, dans le cadre de l'observatoire déjà, nous avons des gens, des avocats, qui vont, c'est-à-dire qui suivent de près les avancées technologiques. L'année dernière, le barreau, il avait organisé avec Microsoft une conférence sur l'intelligence artificielle, je me rappelle bien. C'était à Health Regency. Et aujourd'hui, dans les rangs des stagiaires, je pense qu'ils sont en train de parler d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que même les corps professionnels sont en train de réfléchir sur ces questions-là de digitalisation et de legal tech. C'est-à-dire, on n'a pas ce stéréotype que nos professions ne réfléchissent pas ou les barreaux ne réfléchissent pas. Non, ils réfléchissent, ils débattent ces questions-là. Et donc, je pense qu'il y aura très prochainement des avancées réalisées par les professionnels eux-mêmes. C'est juste pour rebondir sur ces questions-là. Mais alors, avec les problèmes d'interprétation juridique qu'on a sur certaines de nos lois, vu comment certains articles sont rédigés, il va falloir un sacré boulot à Watson pour... voilà, il faut un algorithme un peu spécial, à mon avis, sur certains dossiers. Vous pouvez les applaudir, on va vous donner la parole. Salah ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut amener un micro à mon ami Salah, qui est là, voilà. Ça arrive. Alors, bon, bah, c'est bien, on est dans le timing. On va se donner 10 petites minutes pour les questions, s'il y en a. Alors, s'il fonctionne, c'est mieux. Bon, sinon je vais lui amener le mien. Voilà. C'est bon. C'est bon ? Oui, merci Faisal. Je remercie tout d'abord tous les intervenants. Je me présente Salah Baïna de l'ENSIAS. Je vais faire un lien entre l'intelligence artificielle et puis ce qui a été dit tout à l'heure sur l'ubérisation. Je pense que le fait que les professionnels du métier commencent enfin à réfléchir à l'intelligence artificielle, ça prouve un peu que c'est déjà un peu trop tard. Parce que justement, ce qu'a prouvé l'ubérisation, ce n'est pas juste la mise en relation de gens du domaine, c'est que des acteurs qui n'ont rien à voir avec le juridique puissent venir et s'imposer avec des outils tels que Watson ou autres. Parce que finalement, pendant longtemps, l'accès à la justice était de la réticence de savoir. C'est-à-dire l'avocat, c'est celui qui connaît la loi, c'est lui qui connaît la jurisprudence,
Et du coup, le citoyen lambda n'a aucune chance de se battre tout seul face au système. J'ai un exemple qui a été mis en ligne, je crois, en 2016 ou 2017. C'est en Angleterre où ils ont mis en ligne un avocat virtuel qui permettait de générer en fait automatiquement des lettres qu'on envoyait au juge quand on recevait des amendes routières. Et du coup, il suffisait juste de donner un peu le détail de l'amende, et l'avocat générait une lettre qui permettait rapidement de faire annuler avec une grande base de données de lettres qui ont abouti. Et donc l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est un apprentissage. J'ai pas besoin de comprendre comment elle est faite la loi, il suffit juste d'avoir une grande base de données de jurisprudence et de voir comment détourner la loi, comment arriver à trouver la bonne réponse. Donc l'ubérisation montre que le fait que les gens du métier se posent la question, les autres de l'autre côté aussi se la posent. Pas les avocats en costume cravate, mais des gens en t-shirt et sandales qui vont venir de la Silicon Valley ou je ne sais pas d'où, avec des solutions. C'est pas que de la dématérialisation, c'est vraiment de la rupture. Donc, qu'en pensez-vous? Merci. Merci Salah. Allez-y. Parce qu'il a dit accès jurisprudence, ça c'est une vraie question au Maroc également, mais bon, allez-y. Allez-y. Alors, juste pour revenir à ce que vient de dire monsieur, comment il s'appelle ? Monsieur Beina. Monsieur Beina. Voilà. Moi, je pense que l'avocat continuera à jouer son rôle parce qu'il a joué depuis la naissance de ce métier à aujourd'hui. Donc, maintenant, si on est face à une transformation digitale qui va faciliter l'accès au droit, c'est très bien. C'est très bien que le citoyen puisse, parce que l'avocat n'est pas contre le citoyen. L'avocat, il est là pour appliquer le droit. Ce n'est pas parce qu'il met un costume cravate que lui, il est contre le citoyen qui porte des sandales. Ce n'est pas là toute la question. Moi, je voudrais bien avoir un citoyen avec costume cravate à côté de l'avocat en costume cravate. Ce n'est pas là toute la problématique. Moi, je pense que l'avocat, il est là pour appliquer le droit. Les technologies, les métiers continueront à exister tels qu'ils ont été conçus dès le premier. C'est un métier noble, c'est toute une philosophie qui est derrière. Donc je pense que si aujourd'hui on peut garnir ce métier, l'embellir encore plus avec des technologies modernes, de le rendre plus efficace, plus noble, je pense que c'est là. Donc c'est dans un souci de transparence, effectivement, parce que ces technologies modernes offrent cette possibilité d'avoir des réponses claires, de faire des comparaisons, comme il vient de dire, sur un nombre de jurisprudences et de suivre le fil conducteur vers une solution au litige qui est un modèle. Hein. Et donc, c'est là, en fait, l'apport. Donc, il ne faut pas réfléchir. Moi, je pense qu'il faut réfléchir, raisonner dans le prolongement et pas dans la rupture. Parce que là, on ne vit pas la rupture et on ne vivra pas la rupture. Nous sommes un pays émergent. L'Europe, les États-Unis, ils ont vécu aussi la même chose au départ. Il y a eu ce débat, oui, on va remplacer l'intelligence artificielle, tout ça. Beaucoup de métiers vont disparaître et tout ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que on doit raisonner dans le prolongement de la chose et de dire et d'associer tout le monde, d'associer toutes les composantes de la société autour d'un objectif, autour de focus que nous devons tirer profit communément de ces technologies et de développer la justice. Et c'est l'ultime, moi je dirais l'ultime objectif. Voilà. Merci. Mehdi. Effectivement, j'adhère entièrement. Il n'y aura jamais de rupture parce que c'est un nouveau know-how qui est en train de s'installer. Je vais prendre le cas que je me permets modestement je peux me permettre modestement d'en parler parce que je le maîtrise, c'est le cas fiscal. Aujourd'hui, lorsque nous parlons d'une fiscalité dématérialisée, ce n'est plus une fiscalité basée sur le côté reporting et déclaration. Beaucoup de confrères aujourd'hui vivent cette difficulté à se transformer parce que ce qu'on leur demande aujourd'hui, ce n'est pas d'établir des déclarations, mais de conseiller, surtout en cas de contrôle. Voilà le changement culturel. Donc, il faut toujours un know-how. Lorsque aujourd'hui, moi, je vais me consacrer à de
je dirais, de nouveaux métiers, de nouvelles tâches, hein, pour simplifier, c'est parce que tout simplement, c'est dans l'air du temps. Je ne peux pas aujourd'hui, parce que l'administration a décidé de digitaliser, de déclarer forfait en disant « j'arrête là, je ne peux plus vraiment aider mon client. Je dois innover, je dois m'améliorer, et je dois également être une force de proposition pour améliorer les textes ». Aujourd'hui, il y a un problème de communication parce que les professionnels se plaignent de la rigidité des textes, mais il faut participer dans la transformation. Aujourd'hui, pour donner une bonne nouvelle, c'est pour le Code général des impôts. L'Ordre des experts comptables a participé récemment dans un travail de relecture. Nous avons tout simplement rédigé le Code général des impôts pour qu'il soit plus lisible, plus facile, hein, et aujourd'hui plus accessible, et pour qu'au niveau des impôts, on se consacre à autre chose qu'aux déclarations et qu'aux litiges. Voilà. Merci. Une autre question, après on aura une troisième et on arrêtera. Je vais vous demander juste d'être bref dans votre question pour qu'on puisse vous répondre. Bonjour, je me présente, Camille Debar, étudiant en droit. Je voudrais vous poser une question sur le marché de la Legal Tech et sur ces deux aspects, c'est-à-dire B2B et B2C. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un problème, c'est la confiance dans le numérique, tant au niveau des professionnels du droit, c'est-à-dire les juristes, qu'au niveau du particulier, du citoyen. Et je me pose la question au niveau de l'Afrique, et plus particulièrement du Maroc, est-ce que ça ne sera pas le frein principal au développement de produits? Parce que je pense que la technologie existe, les ingénieurs et même les juristes qui sont prêts à le faire existent, mais par la suite, les directions juridiques prêtes à implémenter des technologies novatrices, ou même des citoyens prêts à avoir recours à ce type de technologie, je pense que c'est ça qui manque réellement. Ma question, c'est comment faire pour sensibiliser le citoyen et le juriste à l'utilisation des technologies du droit. Merci. Merci. Question claire. Oui, c'est une question très bien formulée pour un étudiant en droit, bravo. Non, en fait, je pense que l'enjeu de la confiance est un enjeu que les professionnels du droit et les étudiants en droit comprennent parfaitement, puisqu'en fait, c'est notre rôle. C'est le rôle du trusted advisor. Quel que soit l'exercice de la profession juridique, soit le nôtre, nous capitalisons sur ce rapport de confiance. Et aujourd'hui, en tant que manager en fait, d'un opérateur de télécommunications, l'enjeu en fait, de maintenir un rapport de confiance alors même que ce rapport est déshumanisé, parce que c'est bien ça le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez plus un individu en face de vous, vous aurez une machine qui va vous répondre de manière extrêmement intelligente, mais ce ne sera pas un être humain. Donc, de la même manière qu'aujourd'hui, les individus n'ont aucune difficulté à utiliser leur smartphone pour faire des opérations qui sont éminemment demanderesses de confiance, comme faire des opérations bancaires, de transfert de fonds. Et pourtant, quand il s'agit d'argent, les gens vraiment sont dans un rapport de défiance absolue, ils ont du mal, et pourtant ils le font. De la même manière que vous échangez votre correspondance privée sur des réseaux qui sont des réseaux déshumanisés, qui sont ceux des opérateurs ou des disrupteurs auxquels monsieur faisait référence, il y aura un rapport de confiance qui se construira de la manière dont l'être humain fonctionne. C'est-à-dire, soit il va y aller à reculons et puis il sera agréablement surpris, soit il va y aller en ayant confiance, mais ça dépendra du client. C'est-à-dire, votre rapport à vous, à la confiance, n'est pas le mien, n'est pas celui de monsieur. Et donc, il faudra adresser chaque segment de client de manière différente, pour les legal tech, j'entends. Parce que finalement, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est faire une proposition de valeur qui matche avec le client. Donc, des gens qui n'avaient pas, et là, je me permettrai juste un petit commentaire par rapport à la question de monsieur tout à l'heure, je pense que vous avez raison. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne s'adressent jamais à un juriste. Jamais. Donc, évidemment, quand il y a quelqu'un qui va arriver avec un côté complètement fou d'ingénieur et qui va développer quelque chose de simple pour envoyer une lettre, vous n'allez pas chez un avocat. Vous n'y allez pas. Pour faire une réclamation, vous n'allez pas chez un avocat. Donc aujourd'hui, c'est ce vide que les legal tech doivent remplir, au-delà de disrupter complètement l'avocat ou le juriste, c'est remplir le vide où moi ou un autre juriste peut conseiller sa famille pro bono. Et bien maintenant, la famille pourra aller directement sur une application pour dire « Ok, je veux faire une réclamation à mon opérateur, je veux faire une réclamation à ma banque, je veux contester une facture. » Il y a quelqu'un qui va lui mettre ça sous un format qui va bien
et qui fait que si jamais ensuite il veut dégainer, vous me passerez l'expression, au tribunal, il a déjà un dossier qui tient la route. Et là, pour rester en justice, il faut encore aller voir un avocat. Merci. Monsieur. Allez-y. Bonjour tout le monde. Au fait, moi je me présente, je suis chef d'entreprise et je suis aussi président en fait, de l'UATP. En fait, c'est l'Union africaine de la très petite entreprise. C'est une initiative qui a été prise récemment, qui a quelques semaines aujourd'hui. En fait, l'idée aussi en tant que chef d'entreprise, c'est au fait nous sommes en train peut-être d'avoir une vision vers des extensions de nos entreprises en Afrique. Et justement, quels sont les relais justement juridiques qui vont nous permettre un petit peu de passer d'un système juridique marocain vers un système juridique d'autres pays en Afrique pour permettre à nos autres entrepreneurs de ne pas avoir de problème et d'avoir une assistance un petit peu transcontinentale ou trans-country entre les différents pays de manière à pouvoir justement bénéficier d'un conseil juridique interpays. Donc l'idée était peut-être de mettre en place, de disposer sans aller vers une intelligence artificielle, mais déjà de disposer au sein d'un système juridique qui est structuré déjà dans un premier temps, pour dans un deuxième temps aller vers des systèmes beaucoup plus évolués en termes d'intelligence artificielle. Merci. Alors, moi ce que je vous propose, parce que tout à l'heure, si vous avez vu dans le programme, on a un panel qui est sur les enjeux et évolution des professions juridiques à l'ère du digital. Et là, on aura vraiment, je pense, qu'on pourra reprendre votre question et qu'on pourra y répondre, ça vous va, de manière très détaillée par rapport à ça, parce que c'est vraiment dans le cœur du panel de tout à l'heure à 11h45. Dernière question, vraiment, extrêmement rapidement, s'il vous plaît. Merci Faisal, merci Faisal, merci le panel pour ces informations riches. Donc en 20 secondes, j'ai voulu juste dire comme quoi la digitalisation ou le nouveau tech, ça ne veut pas dire la disparition de nouveaux métiers. La preuve, c'est que dans la médecine, par exemple, il y a des premiers diagnostics qui se font par ordinateur, mais c'est toujours des médecins qui sont derrière. Et je crois que c'est la même chose pour l'aspect juridique. On aura toujours des avocats derrière ces programmes, on aura toujours des avocats à des niveaux. On doit différencier les niveaux d'intervention de chaque métier. C'est-à-dire on peut admettre qu'à des niveaux primaires et secondaires, on peut avoir, c'est la machine qui est en contact de nous, mais à des niveaux beaucoup plus avancés, beaucoup plus approfondi, c'est l'humain qui va intervenir. Et ça, on le vit sur tous les métiers depuis qu'on a commencé à parler de digitalisation et de nouvelles technologies. Ma question maintenant pour le panel, c'est que on sait aujourd'hui que le Maroc n'est pas bien outillé du point de vue réglementation digitale, notamment concerne beaucoup de choses, notamment la signature électronique. Qu'est-ce qu'il faut en premier lieu et d'urgence qu'il soit fait de point de vue légal et juridique pour qu'on puisse entamer cette révolution réellement digitale? Maître Chaibi et ensuite Mehdi. Non mais allez-y. Oui, je vous remercie pour avoir soulevé ces questions, parce que c'est au centre du débat aujourd'hui. Pour pouvoir digitaliser, je pense qu'il y a tout un système donc, qui va avec ce phénomène. Donc c'est justement c'est supprimer le support papier, d'accord, et d'aller vers une version digitale, donc zéro papier. Maintenant, il y a plusieurs interrogations qui se posent. C'est-à-dire, il y aura des tiers archiveurs, tiers horodateurs, tiers certificateurs, donc pour pouvoir prouver les transactions, les échanges, s'il s'agit de contrat, l'heure de la signature et celui qui a signé l'acte, et l'intégrité de l'acte. Alors, ça, c'est déjà réglé par une loi qui est la loi 5305, qui donne les grandes lignes, si vous voulez, de la signature électronique, mais qui évolue. Donc la signature électronique, aujourd'hui on parle de cachet électronique, on parle de signature à la volée. Donc ça, c'est de nouveaux concepts. Donc même le règlement EDAS, donc il a apporté plusieurs
innovations. Mais je vais vous dire que à l'intérieur, c'est-à-dire des établissements, des institutions, parce que j'ai eu des discussions avec des responsables de Poste Maroc qui m'ont informé qu'effectivement l'état de la technologie il est très avancé. Donc maintenant on attend le cadre légal. Certainement il y aura des réformes. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a ce que l'on appelle les contrats qui vont suivre la dématérialisation, qui sont là, c'est-à-dire pour archiver des documents par un tiers archiveur, et ça existe. J'ai été dernièrement mis en contact avec une société qui ne fait que ça d'ailleurs, qui fait l'archivage électronique. Donc il y a un vide juridique sur ces aspects-là. Donc quelle est la responsabilité de tout un chacun? Il faut définir les limites de la responsabilité. S'il y a une faille, si l'archiveur il est défaillant, si un serveur n'est plus opérationnel, donc il y a toute une panoplie d'interrogations qui sont là. Et je propose donc à ce moment-là que ces questions-là ne soient plus réglées, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, ce n'est plus le contrat, ce n'est plus les règles de droit commun qui vont régir le contrat ou les contrats qui entourent ce mouvement de digitalisation, mais c'est des lois qui doivent être adoptées par les États et qui vont définir de manière claire la responsabilité de tout un chacun. Et par là, les tribunaux pourront statuer sur ces questions-là. Donc, à travers des lois qui existent et auxquelles ils ont pris connaissance, et qui, bien sûr, c'est des études qui vont se faire là-dessus. Donc, je pense que c'est ça, en fait, le besoin éminent aujourd'hui pour que les affaires puissent tourner dans le sens de la digitalisation. Merci beaucoup. Mehdi, plus le temps, je suis désolé, tu le sais, et on a dépassé. Merci, vous pouvez applaudir nos panélistes. Vous pouvez revenir dans la salle si vous voulez, vous pouvez rester là, hein, comme vous voulez. Moi, je vous garde, hein, on va mettre tout le monde sur scène. Merci à vous.